AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la psychiatrie, un sujet dur et important ce matin. On va en parler dans quelques instants avec votre invitée Zaïna Isabachen, qui est journaliste et réalisatrice d'un documentaire qui paraît ce soir sur M6 dans Zone Interdite. Malade dangereux, comment empêcher la folie de tourner au drame. Ce sera ce soir à 21h10 et c'est une cause évidemment qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, parce qu'en France, la psychiatrie s'effondre. Elle ne peut plus soigner comme elle devrait et comme elle aimerait le faire. Elle colmate, elle survit, faute de moyens, faute de personnel, faute de lits. Près d'un poste de psychiatre sur 2 est vacant. 88 000 lits ont disparu en 25 ans, des unités fermées, des services démantelés. Aujourd'hui, il faut attendre jusqu'à 1 an pour un simple rendez-vous. 1 an, alors que la maladie, elle, n'attend pas. Ces faits ne sont pas de simples dysfonctionnements administratifs, ce sont des failles dans lesquelles des vies basculent. 2019, rue Erlanger, Paris, un incendie criminel, 10 morts. L'auteur venait de sortir d'hospitalisation, 13 séjours en psychiatrie. 4 jours avant le drame, elle était encore sous traitement. Paris, toujours, 2023, pont de Bir Hakeim, un touriste poignardé à mort. L'assaillant atteint de psychose sévère était connu des services de police mais laissé sans soin. 2022, Lola, 13 ans, assassinée. Sa meurtrière souffrait de troubles psychiatriques sévères. Janvier dernier, près de Nîmes, une joggeuse poignardée 6 fois. L'agresseur venait de sortir de l'hôpital la veille. En psychiatrie, il existe un rempart ultime, les unités pour malades difficiles. Là où l'on enferme les patients les plus instables, les plus dangereux. Là où, en théorie, on peut se reconstruire. Mais comment se reconstruire quand les services psychiatriques d'urgence manquent de la moitié de leur effectif, quand le suivi après la sortie est inexistant, quand les patients attendent des mois pour un rendez-vous. Sans prise en charge, ils replongent, ils récidivent. Et puis, il y a ce paradoxe. Un malade psychiatrique peut refuser son traitement, arrêter ses soins, quitter l'hôpital, comme la loi le lui autorise. Une liberté qui, pour certains, devient un piège. Car comment accepter de se soigner quand on ne s'est pas malade? Alors ils sombrent, ils décrochent, et tant qu'ils ne passent pas à l'acte, on attend, sans soutien pour les familles, livrées à elles-mêmes, sans filet de sécurité pour éviter le pire. Un pays qui prétend faire de la santé mentale une priorité ne peut laisser 3 millions de malades sans prise en charge, ne peut accepter que 25 départements soient totalement dépourvus de pédopsychiatres, ne peut se satisfaire de seulement 4 spécialistes pour 100 000 enfants. Pendant ce temps, 15% des lycéens sont en risque de dépression, 1 sur 4 a des pensées suicidaires. S'engager pour la psychiatrie, c'est refuser l'inaction, c'est décider de mettre en place un suivi réel pour les patients, c'est former, recruter, rouvrir des lits. Parce qu'un pays qui abandonne sa psychiatrie, c'est un pays qui ferme les yeux sur des drames annoncés. Et on en parle avec votre invitée Muriel, qu'on accueille avec plaisir. Zaïna Isabachen, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes journaliste, réalisatrice et l'autrice d'un documentaire qui paraît ce soir sur Zone Interdite à 21h10 sur M6. On va parler effectivement des malades dangereux. Comment empêcher la folie de tourner au drame? Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Alors un documentaire important et un documentaire rare. Il y en a peu sur ce sujet. On va même dire que, moi, c'est le seul que j'ai vu jusqu'à présent. Les faits dramatiques qui impliquent des malades psychiatriques sont souvent perçus comme des événements isolés, des accidents imprévisibles. Pourtant, quand on regarde de plus près, on se rend compte que ces tragédies s'inscrivent dans un système que l'on peut considérer être en faillite. Manque de moyens, carence de soins, patients livrés à eux-mêmes. Pourquoi vous avez décidé de vous pencher sur ce sujet aujourd'hui ? Alors, il existe assez peu de cas, il n'y a pas de chiffres pour estimer les cas de passage à l'acte chez les malades psychiatriques. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a quand même 10% de la population qui souffre de troubles psychiatriques, et des troubles psychiatriques sévères, ils sont 3 millions. Tous ne passent pas à l'acte. Alors pourquoi on s'est intéressé et pourquoi on a voulu travailler là-dessus? C'est d'abord l'envie des équipes de Zone Interdite qui se sont aperçues, qui ont en effet vu qu'il y avait une multiplication des faits divers relatant des passages à l'acte commis par des personnes en souffrance psychique. Et ils se sont posé la question de pourquoi toutes ces personnes étaient hors les murs de l'hôpital. Comment se fait-il qu'elles se retrouvaient dehors, tout simplement. Et donc, ils m'ont proposé ce sujet. Et ce qui m'a intéressée, c'est que poser la question de pourquoi ces malades sont dehors, c'est s'interroger sur comment fonctionne notre système et comment on les soigne. Et décortiquer le système psychiatrique, c'est ce qui donc m'a intéressée. C'est pour ça que j'y suis allée. Vous pourriez un tout petit peu le décrypter, ce système psychiatrique? On n'est pas très au courant de comment il fonctionne.
En fait, quand on tombe malade, c'est à peu près souvent la même chose, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, je vais aller aux urgences, parce qu'en fait, les gens, quand ils tombent malades et qu'ils découvrent qu'ils sont schizophrènes, d'abord, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Il va y avoir une première crise, où les médecins vont avoir un peu de mal à se dire que c'est une maladie psychiatrique, parce que c'est quand même un diagnostic lourd à poser. Et puis, il en faudra peut-être une deuxième de crise. Et là, ils vont se dire, bon, voilà, peut-être qu'il est vraiment malade. Mais avant ça, ils vont aller aux urgences. Donc, les urgences, c'est souvent la porte d'entrée vers la maladie. Après, une fois qu'on est malade, lorsqu'on est en crise, on rentre dans ce qu'on appelle un service fermé. C'est là où nous avons tourné. Donc là, les malades sont pris en charge approximativement un mois. Et ensuite, normalement, et là, la crise est stable. Voilà. Leur objectif là-bas, c'est d'abord de leur expliquer, de leur faire prendre conscience qu'ils sont malades. Parce que le propre de la maladie psychiatrique, en tout cas dans les psychoses, les bipolarités, les schizophrénies, ce genre de pathologies, les personnes n'ont pas franchement conscience qu'elles sont malades. C'est-à-dire que leur délire, c'est pour elles la réalité. Donc là, c'est leur premier travail de dire, bon, vous êtes malade, et comme vous êtes malade, vous devez prendre vos médicaments. Ça, c'est le travail des services fermés. Et puis, une fois dehors, normalement, si tout allait bien, dans le meilleur des mondes, eh bien, il y a normalement des prises en charge dans les CMP, dans des services qu'on appelle... consultation de jour, peut-être ? Des consultations de jour. Et c'est là où il y a le plus gros problème, puisque soit on n'en a pas mis assez en place, soit l'offre de soins est éparse, c'est-à-dire qu'on va trouver quelque chose dans une ville mais pas dans une autre, et donc souvent, une fois sortis des hospitalisations, les malades peinent à se faire soigner comme ils le devraient. Alors vous avez, on voit lors de ce reportage, vous avez tourné dans ce qu'on appelle les UMD, des unités pour malades difficiles, que l'on décrit souvent comme un dernier rempart pour ces malades qui sont considérés comme les plus instables et les plus dangereux. Moi j'ai deux questions, c'est comment vous avez réussi à franchir les portes de ces UMD ? Est-ce que ça a été difficile ? Et dans quel état arrivent les patients à ce moment-là dans ces unités-là ? Alors rentrer dans un hôpital psychiatrique, il faut faire preuve de ténacité, et puis de ténacité et de beaucoup de ténacité. Je pense que beaucoup de mes confrères m'ont prise pour une folle, faut le dire, parce que il m'est déjà arrivé d'appeler plus de 300 établissements sans avoir de réponse positive. Donc il faut de la ténacité. Et après, il faut aussi des rencontres. Et j'ai quand même eu la chance de rencontrer deux médecins extraordinaires, les docteurs Dominique Bataillard et le docteur Lefebvre, qui déjà avaient envie de répondre. En 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un ministre avait dit « Mais que fait la psychiatrie ?» face à un énième drame qui était celui de Bir Hakeim. Et en fait, la psychiatrie travaille à l'hôpital, vraiment, les psychiatres travaillent et ils avaient envie de le montrer. Et j'ai eu aussi de la chance de rencontrer la directrice de l'établissement qui a accepté de nous ouvrir ses portes, parce que quand on a appelé 380 établissements, c'est qu'on s'est aussi essuyé 380 refus. Et donc quand quelqu'un dit oui, c'est qu'on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il faut donc avoir du courage et il faut être une femme de poigne qui a confiance dans ses équipes pour nous dire mais venez, et je peux l'attester, je n'ai eu aucune limite. C'est-à-dire que personne ne m'a dit tu ne filmes pas ça. Ça, on le voit dans le documentaire, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce documentaire, il plonge au cœur du quotidien des soignants. Et c'est très important de le voir. On les voit gérer des situations extrêmes avec des moyens assez réduits. Vous avez été frappé par leur degré d'épuisement ou par leur enthousiasme à encore proférer ce métier ? Alors, par leur épuisement, pas vraiment, mais plutôt par leur... tension ? Je leur disais toujours, mais j'ai l'impression que vous pédalez dans le vide, c'est-à-dire que vous refaites ce que vous avez déjà fait hier, que vous refaites aujourd'hui, et vous ne vous laissez jamais, alors que vous avez déjà vu un patient 4 fois venir dans vos services, de lui répéter que c'est important qu'il prenne son traitement. Donc on peut s'étonner de leur j'allais dire, volonté de revenir, de se remettre au travail, de répéter et de croire en ce qu'ils font, de croire de leur empathie en réalité, parce qu'ils croient dans ce patient et ils se disent mais en fait, s'il prend son traitement, si on arrive à le stabiliser, il peut avoir une vie normale, ce qui est vrai. Et donc,
plus que leur enfin, moi j'ai été admirative de leur de leur force à refaire toujours la même chose. Alors vous en parliez tout à l'heure, hein. Un mois, c'est pas beaucoup, hein. Un mois quand on souffre de pathologies aussi sévères. Donc j'imagine que c'est faute de place, faute de soignants. Donc à un moment donné, on voit bien, hein, dans le documentaire Alexandre qui a 25 ans, lui il s'apprête à sortir sans reconnaître sa maladie. William, lui, il est relâché sans papier, sans argent, sans famille. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces conditions amènent les psychiatres à déléguer en partie aux familles le suivi? Les psychiatres, ils font leur métier, c'est-à-dire qu'ils ont une mission. Leur mission, elle est simple, c'est de soigner la crise quand ils sont hospitalisés. C'est-à-dire que c'est un peu, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme si vous faisiez, je vous le souhaite pas Muriel, loin de là, mais hospitalisé après une opération du cœur. En fait, une fois que le cardiologue et le chirurgien se sont occupés de votre cœur, ils vous hébergent pas à l'hôpital. Ils ne vous gardent pas. Au mieux, ils vous disent, bon, on a une assistante sociale si vous avez une difficulté. Ils vous la présentent, ou un assistant social, hein, et après, quelqu'un d'autre prend le relais. La problématique, c'est que là, personne ne prend le relais. C'est-à-dire que dans le mois, le travail va être fait, et très bien fait, hein, les personnes sont stabilisées, mais une fois qu'elles sont dehors, surtout dans le cas d'Alexandre et de William, parce qu'Alexandre et William ont une particularité, c'est qu'ils sont tous les deux SDF. Tous les deux ont une famille, mais qui ne veut plus d'eux, et n'ont pas d'habitat. Donc en fait, ils sont vraiment en errance. Et donc, ouais, ils sont assez livrés à eux-mêmes, oui. On voit quand même, hein, dans ce reportage, une famille, hein, qui explique à quel point ça a été difficile pour elle, et qui dit, hein, police, pompiers, psychiatres, hôpitaux, on est laissé à nous-mêmes, parce que même si la prise en charge existe, elle peut s'arrêter brutalement à la sortie d'hôpital si un patient décide de ne plus se soigner, hein, comme la loi lui autorise. Est-ce que c'est une des grandes failles du système, ça ? De ne pas contraindre les... Alors, il existe des programmes de soins. C'est-à-dire que les psychiatres ont la possibilité d'imposer des soins. C'est ce qu'on appelle des programmes de soins. Or, pour imposer des soins, il faut 2 critères. Le premier, pour pouvoir aller chercher un malade, il faut savoir où il se trouve. Donc, il lui faut une maison. Donc, s'il n'a pas de maison, difficile de mettre en place un programme de soins. Et ensuite, pour mettre en place un programme de soins, il faut des psychiatres et des soignants. Et s'il y a une pénurie de soignants, c'est difficile de mettre des soignants derrière chaque malade. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est surtout la pénurie de soignants. C'est le manque cruel de psychiatres, soit parce qu'on n'en a pas assez formé, soit aussi parce que la spécialité n'attire pas forcément. Oui, d'ailleurs, un des médecins dit dans ce documentaire, finalement, ce métier n'attire plus personne, il fait peur aujourd'hui. Dans votre enquête, vous révélez aussi qu'un détenu sur 5, en prison donc, souffre de troubles psychotiques. Oui. Est-ce que la prison est devenue le nouvel hôpital psychiatrique ? Et comment les formations comment les surveillants sans formation peuvent-ils gérer ces cas ? On voit bien dans le documentaire que ça aussi c'est un sujet. Beaucoup disent que la prison est aujourd'hui un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Oui, c'est d'autant que les dernières études ont démontré une explosion des troubles psy en prison. Alors comment ils font ? J'ai eu beaucoup de peine à rentrer en prison, voire... ça a été une interdiction de la part du ministère parce que c'est un sujet délicat aussi, dans la mesure où c'est pas leur métier de soigner. Enfin, les personnes qui sont là-bas, c'est pas la mission jusqu'ici de l'administration pénitentiaire. Mais bon, ils bricolent et si les patients sont d'accord s'ils ont conscience de leurs troubles et qu'ils sont d'accord pour être soignés, ils sont soignés. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est quand on rentre et que l'on a un trouble et qu'on n'en a pas conscience. Alors, ce qui m'a frappé, parce que moi j'ai vu le documentaire, évidemment, pour parler avec vous et préparer cette conversation, j'ai vu vos images. Ce qui m'a frappé, c'est aussi des familles comme celle de Laura, qui aujourd'hui réclament que des crimes commis par des membres de leur famille soient jugés. Elles ont besoin, apparemment, de revenir sur cette irresponsabilité pénale. Elle doit être repensée, cette irresponsabilité pénale, d'après vous ?
Ouais, moi, je trouve ça difficile de juger une personne malade, parce que quand quelqu'un passe à l'acte et qu'on lui pose la question, elle n'a même pas conscience qu'elle est passée à l'acte. Donc, par contre, il y a une réalité, c'est que les victimes qui sont victimes de ces coups de folie sont souvent, elles aussi, livrées à elles-mêmes et sans réponse. Et j'ai pas de réponse ni pour l'une ni pour l'autre, mais en tout cas, je constate que dans les deux cas, il y a souffrance et que cette souffrance n'est pas entendue et prise en charge. Voilà, ça c'est une réalité. Alors après cette plongée au cœur de la psychiatrie française, vous, qui êtes resté 6 mois, 8 mois? Plutôt 2 ans, ouais. Ah, 2 ans. 2 ans, oui, alors 2 ans. 2 ans au contact de ces malades et de ces médecins. Votre vision personnelle, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous aviez une baguette magique? J'aimerais changer le regard que l'on a sur la maladie. Voilà. Je pense que personne n'a envie d'être porteur de schizophrénie. Il y a quand même une grande... Il y a beaucoup de nos voisins sont peut-être schizophrènes et on le sait même pas, porteurs de cette maladie. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde la maladie différemment, parce qu'elle va de toute façon de plus en plus faire partie de notre quotidien et de notre vie, et que les pouvoirs publics s'emparent aussi de cette question-là et donnent de vraies réponses pour ceux qui souffrent au quotidien, c'est-à-dire les malades eux-mêmes, c'est les premières à en être victimes, et leurs proches. Merci Zaina Izabachen. Alors ce soir, ne manquez surtout pas Malade dangereux, comment empêcher la folie de tourner au drame. C'est à 21h06 ou 10 dans Zone Interdite sur M6. Merci Muriel. Merci à vous Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci Jean-Marie, à dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.